Aujourd'hui, vous êtes le 20e patient du Dr Freeman. Vous ne savez pas trop ce qui va vous arriver, envoyé ici par un professionnel de santé, un parent ou votre conjoint. La seule chose que vous savez est que cette chirurgie va vous aider à aller mieux. De votre côté, vous ignorez peut-être ce qu'il y a à soigner, et vous vous sentez peut-être déjà bien, mais vous vous convainquez avec ce que l'on vous a dit. Allongé sur la table, Freeman, ne possédant pas de quoi vous anesthésier, utilisa des électrochocs pour vous faire perdre connaissance, avant de vous enfoncer 2 sortes de pics à glace dans les orbites. Et voilà que 20 minutes plus tard, c'est terminé. Avec un peu de chance, vous vous réveillerez sans séquelles. Dans cette vidéo, nous allons parler du docteur Walter Freeman, figure très controversée du XXe siècle quant à ses méthodes pour soigner les troubles psy, et pas que. Mais nous allons aussi parler de sa fameuse méthode, la lobotomie transorbitale, aujourd'hui interdite dans de nombreux pays et considérée comme barbare et non nécessaire. Walter Jackson Freeman, né en 1895 à Philadelphie et mort en 1972 à San Francisco, était un neurologue ayant marqué l'histoire de la psychiatrie tant ses méthodes furent controversées. Son père et son grand-père étaient tous deux médecins célèbres, et Walter, lui, s'il tentera sûrement de le devenir également, réussira mais de la mauvaise façon. Et avant toute chose, il faut savoir que Freeman n'a pas inventé la lobotomie, et les actes chirurgicaux impliquant le cerveau existent depuis longtemps, comme la trépanation qui était déjà pratiquée au néolithique. Le nom que l'on retient le plus concernant la lobotomie, en dehors de celui de Freeman, est celui d'Egas Moniz, un neurologue portugais ayant reçu un prix Nobel en 1949 pour justement sa découverte de la valeur thérapeutique de la lobotomie pour certaines psychoses. Inspiré par les recherches sur les animaux et notamment sur les chimpanzés, Moniz sera celui qui lancera véritablement cette méthode comme traitement, procédant à la première lobotomie en 1935. La méthode mise en place par Moniz nécessitait de percer le crâne du patient. C'était donc long, risqué et coûteux. Le but ici était de venir sectionner et rompre les connexions dans le cortex préfrontal. Pour en revenir à Freeman maintenant, celui-ci fut le premier médecin à pratiquer la lobotomie aux États-Unis. Le premier sans compter Moniz qui en pratiqua au moins une également. Seulement neurologue et ne possédant pas de formation en chirurgie, Freeman travaille dans un premier temps avec un neurochirurgien nommé James Watts. Ensemble, ils vont pratiquer un bon nombre de lobotomies pendant plusieurs années, utilisant la même méthode que celle décrite par Egas Moniz. En 1941, Freeman opère une patiente dont le nom vous sera forcément familier, Rosemary Kennedy. Oui, la sœur du futur président américain. Opérée pour des troubles de l'humeur et du comportement, elle se retrouvera handicapée à vie, dans un état presque végétatif, et restera dans cet état jusqu'à sa mort en 2005. D'ailleurs, la lobotomie de Rosemary Kennedy resta un secret, et tout ça fut dévoilé et rendu public en 1987, soit 46 ans après sa lobotomie par Freeman et Watts. Pourtant, et même après cet échec sur Rosemary Kennedy, Freeman ne fut pas interdit de pratiquer, et la lobotomie ne fut pas interdite non plus. Celui-ci développa en 1946 une nouvelle méthode plus sûre, et je mets des guillemets ici, mais surtout une méthode plus rapide, utilisant dans un premier temps des pics à glace. Sa méthode consistait à passer l'outil au-dessus de l'œil du patient, sous la paupière. En quelques minutes et après quelques coups de marteau et quelques mouvements de l'outil, il arrivait à sectionner les parties du cerveau visées. Mais s'il a développé cette méthode, c'est avant tout pour plusieurs raisons. Comme je l'ai dit, il y a déjà la sûreté entre guillemets, mais surtout la rapidité d'exécution. Il y a également le fait que cette nouvelle méthode était praticable n'importe où, sans avoir besoin d'une salle d'opération ni de matériel. Ainsi, il serait possible d'utiliser cette méthode dans les hôpitaux psychiatriques, mais également dans toutes sortes d'endroits. La lobotomie était tout à coup devenue bien plus accessible. Lorsque Freeman présenta cette nouvelle méthode de lobotomie à Watts, celui-ci menaça de s'en aller. Selon Watts, Freeman n'était pas habilité à pratiquer de lobotomie sur ses patients, en plus de ne pas respecter les normes d'hygiène. C'était donc trop dangereux selon lui. Mais ça ne l'empêcha pas de continuer. Et Watts et Freeman se séparèrent en 1950 pour des divergences d'opinion quant à la lobotomie. Pour Watts, la lobotomie ne devait être pratiquée qu'en dernier recours, et pratiquée sérieusement. Freeman, lui, avait pris le chemin de la banalisation de celle-ci, et de toute façon, il n'avait plus besoin de Watts.
Sa nouvelle méthode lui permettait de pratiquer une lobotomie en seulement 20 minutes, mais aussi de pouvoir en faire partout et sans chirurgien, tant la méthode était d'après lui facile. Car oui, pour rappel, Freeman n'avait aucune formation en chirurgie. Freeman était un homme qui aimait se donner en spectacle, il était un commercial en quelque sorte. Après avoir mis en place cette nouvelle méthode de lobotomie, son but fut qu'elle soit adoptée par le plus grand nombre. Ainsi, il prit son véhicule, un van apparemment tout équipé, et fit le tour du pays pour faire connaître sa méthode, et pour trouver de nouveaux patients, allant même jusqu'à effectuer des lobotomies sur des personnes n'ayant aucun trouble psy. Mais j'y reviendrai. Une lobotomie pratiquée par Freeman, soit le maître de la lobotomie aux États-Unis à cette époque, ne coûtait apparemment que 25$. En ajoutant à ça le fait que les antipsychotiques et antidépresseurs n'existaient pas, ou commençaient à peine à être mis en place dans les années 50, et finalement on trouve l'explication à pourquoi et comment Freeman a réussi à pratiquer autant de lobotomies. Premièrement, il n'y avait pas autre chose pour traiter les troubles psy, la lobotomie étant un petit peu le seul espoir, et Freeman savait convaincre que c'était le seul espoir. Et le plus sûr aussi. Deuxièmement, ça ne coûtait pas cher. Troisièmement, ça pouvait être fait facilement et rapidement. Et dernière chose, et ça va sembler trash dit comme ça, donc je mets des guillemets ici, mais c'était le bon moyen de rendre un proche docile. Enfant, compagne, mais nous y reviendrons. Freeman pratiqua même des lobotomies devant un public, plus précisément devant des collègues médecins. Lors de ces lobotomies publiques, Freeman s'amusait à prendre un orbitoclaste dans chaque main, l'orbitoclaste étant la sorte de pic à glace qu'il enfonçait dans l'orbite, réalisant ainsi l'intervention avec les deux outils dans les deux paupières en même temps. Tout ça, comme je l'ai dit, juste pour se donner en spectacle. Et pour continuer sur cette lancée, en 1951, une patiente du Dr Freeman décède sur la table d'opération. Durant cette intervention, Freeman s'arrêta un instant pour prendre la pause pour une photo. En prenant la pause, il enfonça un petit peu trop profondément l'outil dans le cerveau de la patiente qu'il était en train d'opérer, allongeant ainsi un petit peu plus le nombre de victimes du docteur. Mais une fois de plus, il ne fut pas interdit de pratiquer. D'ailleurs, et ça colle avec le côté complètement inconscient de Freeman, et c'est l'une des raisons pour laquelle Watts a rompu son partenariat avec lui, mais Freeman opérait pratiquement tous ses patients sans gants ni masque, disant par la même occasion que les germes n'étaient qu'une connerie. Voilà, vous commencez à cerner le personnage. Et maintenant qu'on a parlé un petit peu du personnage de Freeman ainsi que de la lobotomie, vous vous demandez peut-être ce que la lobotomie était censée soigner, et surtout si les résultats étaient concluants. Durant sa carrière, Walter Freeman pratiquera environ 3500 lobotomies. Sur ces 3500 patients, il a été estimé que 490 sont décédés à cause de l'intervention, soit 14% de décès, ce qui est énorme. Mais comment s'en sortent les 3000 patients ayant survécu, et quel était le trouble que Freeman tentait de soigner avec la lobotomie ? Finalement un peu tout. La schizophrénie, les troubles de l'humeur, la dépression postpartum, l'anxiété. Comme j'ai dit, Freeman était un commercial. Son but était de se faire connaître et de pratiquer le plus de lobotomie possible. Et le pire dans tout ça est qu'il était sûrement persuadé d'aider. Il devait se voir un peu comme un sauveur. Il ne lui fallait donc pas grand-chose pour trouver une raison de lobotomiser un patient. Encore plus sombre, Freeman lobotomisa des femmes ayant, et je mets aussi des guillemets ici, mais des soucis d'ordre sexuel. Pour être plus clair, c'était des femmes qui ne voulaient pas avoir de relations sexuelles avec leur mari, ou qui n'en avaient pas assez toujours d'après leur mari. Et il lobotomisa également des soldats profondément marqués par la Seconde Guerre mondiale, des personnes homosexuelles ainsi que 19 mineurs, le plus jeune étant un enfant de 4 ans. Mais je reviendrai aussi sur tout ça. Et s'il y a eu 14% de décès sur l'ensemble des patients qu'il a traités, la lobotomie arrangeait tout de même bien les institutions psychiatriques à cette époque. Les hôpitaux psychiatriques étaient extrêmement saturés, notamment suite à la Seconde Guerre mondiale, et lobotomiser les patients permettait de libérer de la place dans les hôpitaux. Car oui, beaucoup étaient en mesure de rentrer chez eux directement après l'opération. Et ceux qui ne mouraient pas avaient des résultats, du moins pour le Dr Freeman. Les infirmières s'occupant de patients post-lobotomisés diront qu'elles ont fait face à de nombreuses reprises à des patients à qui il fallait réapprendre à manger, marcher ou encore aller aux toilettes. Certains devenaient incontinents, d'autres avaient des pertes de mémoire ou avaient tout à coup un retard mental. Freeman ne voyait pas ces résultats d'un mauvais œil. Pour lui, c'était normal. Lui ne voyait que le problème qu'il avait pu résoudre et non pas ceux qu'il avait créés, alors que souvent le problème avait été entre guillemets résolu par le simple fait que l'état du patient était encore pire.
Par exemple, quelqu'un avec des troubles de l'humeur ou en dépression pouvait se retrouver très calme, silencieux, et même rester à ne rien faire après avoir subi une lobotomie. Freeman, lui, voyait ça comme une réussite. La personne n'était plus triste ou en colère. Certes, mais à quel prix ? Les années 1950 vont marquer un tournant dans l'histoire de la lobotomie, bien que Freeman ne va pas s'arrêter. Pour rappel, c'est en 1951 qu'il tua la patiente en s'arrêtant pour prendre une photo. Dans les années 1950 donc, de plus en plus de gens commencent à contester l'efficacité de la lobotomie. Mais le vrai tournant dans l'histoire de celle-ci est la mise en place des premiers médicaments destinés à aider les patients atteints de troubles psy. Les premières antipsychotiques sont mises en place en 1952 en France et en 1954 aux États-Unis. Les résultats sont meilleurs que ceux de la lobotomie, les patients vont mieux et gardent moins de séquelles qu'après avoir été lobotomisés. C'est le début du déclin pour la lobotomie. Et Freeman aurait pu s'arrêter là, et il aurait pu avouer que les médicaments fonctionnaient mieux. Mais non, il continua encore à pratiquer, continua encore à trouver des patients. Il se rendait aussi parfois chez d'anciens patients pour avoir de leurs nouvelles, et surtout pour voir si sa méthode avait fonctionné, comme s'il voulait se rassurer. Du côté du corps médical, Freeman est de plus en plus critiqué, par des collègues médecins, mais aussi par des institutions psychiatriques qui refusent de s'associer à lui. La fin des années 1950 marque aussi l'arrivée des antidépresseurs. Et comme pour l'arrivée des antipsychotiques, les antidépresseurs enfoncent un petit peu plus la lobotomie dans la case des pratiques barbares et trop dangereuses. Et c'est en février 1967 que Freeman pratique sa dernière lobotomie, sur une patiente qu'il a déjà lobotomisée 2 fois auparavant, nommée Helen Mortensen. Celle-ci avait fait partie des tout premiers patients à subir la nouvelle méthode transorbitale inventée par Freeman. Et lorsqu'elle sentait que ça recommençait à ne plus aller, elle retournait le voir. Cette lobotomie fut donc la dernière de Freeman, mais également la dernière d'Hélène, car elle mourra d'une hémorragie cérébrale suite à l'intervention. Cette mort était celle de trop. Freeman fut interdit de pratiquer la lobotomie à nouveau. Et dire qu'il aura fallu pas moins de 500 décès pour enfin être interdit de pratiquer est quand même dingue. 5 ans plus tard, soit en 1972, Freeman décède des complications lors d'une opération pour soigner son cancer. Ce n'est qu'après la mort de Walter Freeman qu'un de ses anciens patients prit la parole pour raconter son histoire. Son nom est Howard Dully. Plus tôt dans la vidéo, j'ai dit que Freeman avait lobotomisé 19 mineurs. Howard Dully était l'un d'eux. Il est donc l'un des plus jeunes survivants de la lobotomie transorbitale. Howard est né en 1948. Lorsqu'il a 5 ans, sa mère meurt d'un cancer. Et 1 an plus tard, son père se marie à une nouvelle femme nommée Lucille. L'enfant vivra très mal l'arrivée de cette nouvelle femme dans sa vie, comme n'importe quel enfant de 5 ans qui vivrait ça. Il avait l'impression que sa belle-mère tentait de prendre la place de sa mère. Leur relation était donc très conflictuelle et la façon dont Lucille agissait avec Howard ne faisait qu'empirer la situation. Peu avant ses 12 ans, elle l'emmena voir le docteur Freeman. Celui-ci dira d'Howard qu'il est atteint de schizophrénie. Ce qui était complètement faux car bien après cela, d'autres professionnels de santé n'ont détecté aucun trouble psychiatrique chez Howard Dully. Et pour traiter cette soi-disant schizophrénie, Freeman proposa bien évidemment une lobotomie. Lucille réussit à convaincre le père d'Howard, et voilà qu'à 12 ans, soit en 1960, il voit le docteur Freeman à nouveau, sans même savoir ce qu'il attendait, ni même pourquoi il venait voir cet homme. La seule chose qu'il savait était que Freeman devait faire des tests sur lui. Quelques minutes plus tard, Howard Dully est ajouté à la liste des nombreux Américains ayant subi une lobotomie. Par chance, il se réveillera sans séquelles. Au grand désespoir de sa belle-mère, il n'était pas devenu plus docile. Mais suite à ça, ses parents l'envoyèrent en institut psychiatrique. And they sent me to Agnews at age 13, 14 years old. I just was a kid that had no place to go, is what they kept telling me. Right. We have no place to send you. And then I went back to juvenile hall, back on the streets, got in trouble because I didn't have any skills or know how to live. And went back to Agnews till I was 20. It was either that or prison. Do you think Walter Freeman stole something from you? I think he took my childhood. I think he took my childhood and some of my adulthood. Petit à petit, les gens au courant de ce qu'il a vécu commencent à mourir. Freeman décède, sa belle-mère également, et c'est à cet instant, soit à environ 50 ans, qu'Howard décide de faire face à son passé. Il réussit à obtenir les archives de Freeman, contacte d'anciens patients ou des familles d'anciens patients, et se décide à raconter son histoire au monde. Il passe à la radio, mais surtout écrit un livre qui raconte l'histoire de sa lobotomie.
et de sa vie par la même occasion tant la lobotomie l'a impacté. D'ailleurs, c'est en ayant accès aux archives de Freeman qu'il a enfin pu savoir pourquoi il avait été lobotomisé. Avant ça, il n'en avait toujours pas connaissance. Suite à tout ça, le cerveau d'Howard fut étudié par IRM. Un des médecins ayant étudié son cas dira que la partie du cerveau qui a été touchée aurait pu le rendre impulsif et incapable de contrôler ses pulsions. Ce qui est un comble étant donné qu'il a subi la lobotomie pour justement être plus docile. La chance qu'il a eue d'après le professionnel de santé est qu'au vu de son jeune âge, son cerveau a pu reconstruire des connexions normalement détruites par la lobotomie. Et que s'il avait été adulte au moment de sa lobotomie, alors il aurait pu devenir complètement impulsif et instable. Howard n'était qu'un enfant, marqué et blessé par la mort de sa mère. Il n'avait pas conscience de ce que Freeman allait lui faire et l'ombre du docteur impacta 38 années de sa vie avant qu'il ne se décide à prendre la parole. Quand il prendra la parole, Howard n'est plus alcoolique, il a une maison et est marié à une femme qu'il aime. Mais comme il le dit lui-même, Freeman lui a volé son enfance et une partie de sa vie d'adulte. En plus de l'erreur de diagnostic, des médicaments existaient déjà quand Howard a subi cette intervention. Il n'avait donc aucune raison de subir ça. Mais comme dit plus tôt, Freeman cherchait tous les moyens possibles pour lobotomiser encore plus de patients. Mais pour conclure, prenons un petit peu de hauteur et éloignons-nous du docteur Freeman pour parler des dérives de la lobotomie au global. Attention, on va parler stress post-traumatique, homophobie, consentement et autres sujets pouvant être difficiles. Entre 1945 et 1954, on estime qu'environ 100 000 patients ont été lobotomisés dans le monde, dont environ 50 000 rien qu'aux États-Unis. Howard ne fut pas le seul à subir ça sans son consentement ou à subir une lobotomie alors qu'il n'avait pas de troubles psychiatriques. Freeman pratiqua des lobotomies sur de nombreuses personnes homosexuelles, en pensant, et désolé de dire ça, mais que ça les soignerait. Pour information, ce n'est qu'en 1973 que l'American Psychiatric Association retira l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Ça fait seulement 50 ans. Egas Moniz, la personne ayant reçu le prix Nobel pour la lobotomie, fut d'ailleurs une des personnes qui préconisa de traiter l'homosexualité comme toute autre maladie mentale. C'est lunaire. Et le plus dégueulasse avec cet homme est que malgré des plaintes et des demandes à ce qu'on lui retire son prix Nobel, car la lobotomie était contraire à l'éthique des droits de l'homme, en plus d'être l'un des traitements les plus critiqués de l'histoire, la fondation refusa de lui retirer. De nombreuses lobotomies ont également été pratiquées, comme j'ai dit, sur les soldats suite à la Seconde Guerre mondiale. Et si l'on a surtout en tête l'image du soldat qui rentre au pays heureux de retrouver sa femme et ses enfants, la réalité fut bien plus sombre. Suite à la guerre, les hôpitaux psychiatriques se sont retrouvés surchargés et beaucoup de soldats souffrant de stress post-traumatique ou de dépression furent lobotomisés. Le Wall Street Journal trouvera dans les archives le chiffre de 1464 soldats américains lobotomisés entre le 1er avril 1947 et 1950. Alors non, tous les soldats ne sont pas rentrés heureux, loin de là. Mais vous vous doutez bien qu'il valait mieux montrer cette image plutôt que celle des soldats marqués à vie ou souffrant de troubles psychiatriques suite à la guerre, forcément. You see these scars here, don't you? That's what they were. The frontal lobe or something, I don't know, they cut off, I don't know why. I was in a barber shop here one time, and another guy was in there, and he says, "What in the heck did somebody do to your head anyway?" He said, "So damn cool." And I told him, and he was disgusted with it. So it's not the gold iron America the Beautiful, not to my estimation. Aussi, les lobotomies étaient davantage pratiquées sur des femmes que sur des hommes. Une étude en 1951 dira que 60% des patients ayant subi une lobotomie aux États-Unis étaient des femmes. 74% en Ontario entre 1948 et 1952 étaient des femmes. Et si l'on regarde les chiffres sur les 1340 lobotomies pratiquées en France, Belgique et Suisse, 84% étaient des femmes. Quand on regarde un petit peu l'histoire de la psychiatrie, ça ne m'étonne malheureusement pas. Puis il suffit de voir que Freeman en a lobotomisé certaines qui n'avaient d'après leur mari pas de désir sexuel ou pas assez de désir sexuel pour imaginer le nombre de dérives dégueulasses qu'il y a eu. Mais croyez-moi, on reparlera dans d'autres vidéos de comment les femmes ont été traitées et réduites au silence dans l'histoire de la santé mentale. Parce que ouais, il y en a des choses à dire. Et c'est ce qui conclut cette vidéo sur la lobotomie et sur le docteur Walter Freeman. Bien qu'il y ait encore des dérives autour de la santé mentale, ce sujet montre qu'il n'y a encore pas si longtemps, à peu près 70 ans donc, les médicaments n'existaient pas. Les diagnostics étaient parfois très douteux et les traitements étaient extrêmes. Mais on peut aussi parler du fait qu'il faille attendre que presque 500 personnes décèdent pour que Freeman ne soit interdit de pratiquer. La chance entre guillemets qu'il a eue étant le fait que les hôpitaux psychiatriques soient surchargés, ainsi que le fait que les médicaments commencèrent à peine à être mis en place.
Et si vous voulez en savoir plus, comme toujours, je mets des sources en description. Vous pourrez aussi trouver le livre d'Howard Dely à l'achat sur internet, mais malheureusement il n'existe pas en français. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker et commenter. N'hésitez pas également à me proposer des sujets en commentaire si vous en avez en tête, ou à débattre ou poser des questions. J'essaie de répondre à tout et ça fait toujours plaisir de voir ce que vous en pensez ou ce que ça vous évoque. Merci encore et toujours pour votre soutien, et à la prochaine pour l'exploration d'un nouveau sujet.